Donc une précision, alors c'est une rencontre qui fait partie de ces rencontres ateliers. Ça veut dire que tout le monde peut contribuer et vous êtes même largement invité à le faire, donc ne vous privez pas. Juste pour savoir parmi les gens qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a des journalistes en exercice? Très bien. Des étudiants en journalisme? Très bien. Des gens avec des profils totalement différents et... Très bien. Et vous, juste pour savoir... En service civique en radio. D'accord. Donc voilà. Et des jeunes en service civique radio. Parfait. Alors on va commencer. Donc bienvenue pour cet atelier Comment expliquer la guerre aux enfants. Une question évidemment réactualisée par la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe. Alors la difficulté, c'est toujours de donner des clés aux enfants, de les aider à comprendre le monde dans lequel ils grandissent, sans pour autant les plonger trop brutalement dans les malheurs du monde. Donc en fait, toute la question, c'est comment leur donner des explications qui leur soient plus utiles que déstabilisantes. Et cette question, eh bien, elle est partagée par les parents, par les enseignants et aussi par les journalistes, en particulier évidemment les journalistes jeunesse. D'où notre rencontre aujourd'hui et notre réflexion partagée. Donc on va commencer par une présentation de chacun, un petit tour de table où je propose que chacun prenne une minute pour se présenter tout simplement, et puis ensuite on entrera vraiment dans le vif du sujet. Alors Serge Barbet. Bonjour, donc Serge Barbet, moi je suis le directeur délégué du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI, qui est un opérateur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Le véritable sens de l'acronyme, c'est même Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Nous sommes un centre de formation pour les enseignants du premier et du second degré. Nous produisons, coproduisons et valorisons des ressources pédagogiques et éducatives pour les enseignants en éducation aux médias. Et nous organisons un certain nombre d'actions éducatives, dont l'une est peut-être connue de certains d'entre vous, qui s'appelle la Semaine de la presse et des médias dans l'école, qui a lieu chaque année à partir de la 3e semaine de mars en général, qui dure un peu plus d'un mois. Et le thème cette année, en résonance avec nos échanges, c'est s'informer pour comprendre le monde. Bien, bonjour, je suis Camille Laurence, je suis rédactrice en chef du titre Un jour une actu chez Milan Presse. Alors Un jour une actu, c'est un transmédia destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Transmédia parce qu'on a un hebdomadaire papier donc qui vraiment décrypte l'actualité pour les enfants. Et puis on a un site web qui fonctionne comme un quotidien qui est très très utilisé par les classes justement, et donc on travaille régulièrement avec le CLEMI. Et bien sûr on s'est emparé de la question de l'Ukraine parce qu'on n'avait pas vraiment le choix et que c'est vraiment le cœur de notre travail. Bonjour, je m'appelle Mathieu Pays, je suis rédacteur en chef d'un journal qui paraît tous les 15 jours qui s'appelle Fritz le Mag, qui est la particularité par rapport à mes confrères, c'est que nous on est un journal local. L'idée c'était de créer un journal pour expliquer l'actualité locale aux enfants, en se disant que c'était, on en parlera sûrement, que c'était un point d'ancrage intéressant. Et on existe depuis novembre 2020. Voilà, et on fait aussi, en parallèle, on a aussi mis en place tout un tas d'ateliers dans les écoles de la ville de Tours, un petit peu partout, et où on décline l'actualité aussi dans les classes. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Jean-Yves Dana, donc je suis le rédacteur en chef d'Ocapi, c'est un poste que j'occupe depuis relativement peu de temps, je suis entré en fonction en octobre dernier. Donc j'allais dire juste à temps pour ce malheureux conflit, et il se trouve qu'avant, j'ai longtemps travaillé à Okapi, mais plutôt dans les années 2000. Et j'ai fait un long passage aussi à La Croix, qui est dans le même groupe, Bayard Presse, où j'ai été notamment responsable, chef du service international. Donc, si j'ose dire, de par mes fonctions précédentes, j'avais quelques billes pour comprendre un petit peu les enjeux du conflit qui éclatait sous nos yeux.
ce qui a permis de développer un travail très vite sur le sujet, on y reviendra. Mais donc, Okapi, en 2 mots, un titre qui existe depuis une 50aine d'années chez Bayard, qui s'adresse aux collégiens et qui fait partie d'un groupe pour lequel chaque tranche d'âge a un titre spécifique, Bayard Jeunesse. Donc voilà. Et Marie-Noëlle Clément est avec nous aussi, à distance. Je vous laisse vous présenter. Donc, Marie-Noëlle Clément, moi je suis pédopsychiatre, thérapeute d'enfants, je dirige un hôpital de jour pour enfants à Paris. J'ai un petit peu 2 portes d'entrée sur ce sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment te dire, savoir parler aux tout petits », qui est un livre pour parler des événements de la vie aux plus jeunes, savoir en tout cas comment aborder les événements de la vie avec les plus jeunes. Et puis par ailleurs, je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, qui est donc une association qui vise à relayer les balises 36912 proposées par Serge Tisseron pour justement grandir en bonne intelligence avec les écrans et avec les afflux d'informations. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour la présentation. Alors pour la présentation, oui, mais je pense que c'est bien qu'on vous entende en premier, Marie-Noëlle, ne serait-ce qu'autour de cette question de comment est-ce qu'on va s'adresser à un enfant selon son degré de maturité et donc en fonction de son âge. Quels sont les repères en fait qu'on doit avoir, nous, en tant qu'adultes, ce dont il faut qu'on tienne absolument compte pour justement être en mesure de lui apporter des informations qui ne le déstabiliseront pas trop et en même temps qui sont parfois nécessaires à transmettre. Bon, donc c'est moi qui ouvre le bal. Alors, lourde charge. Donc, effectivement, que ce soit d'ailleurs sur la manière de s'adresser aux enfants ou que ce soit sur la question de grandir avec les écrans, c'est vraiment très très important effectivement d'avoir des repères d'âge en fonction du développement de l'enfant, de là où il en est et du coup de ce qu'il peut en quelque sorte appréhender, métaboliser ou pas. Donc si on prend l'exemple particulier qui nous réunit aujourd'hui de comment aborder la question de la guerre en Ukraine et de l'actualité de façon générale avec les enfants, on va dire qu'en tout cas pour les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants d'âge préscolaire ou même avant l'âge de 5 ans, grosso modo, la question d'aborder l'actualité, elle va se centrer vraiment autour de leur petit monde, hein, c'est-à-dire qu'ils vont percevoir qu'il y a des inquiétudes autour d'eux, que peut-être à la maison, là, la télévision est allumée, que les parents discutent, etc. Et à cet âge-là, ce qui est surtout important, ça va être de les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas responsables des préoccupations de leurs parents. Parce que les tout-petits, ils ont l'impression que le monde tourne autour d'eux et que si leurs parents sont contents, c'est grâce à eux, et si leurs parents sont préoccupés, c'est à cause d'eux. Donc avant cet âge-là, c'est surtout ça qui va être important. Dès lors que l'enfant va à l'école, et en particulier à partir de la grande section maternelle, où vraiment il commence à y avoir des échanges importants entre les enfants dans les cours de récréation, évidemment, il y a des choses qui vont se parler. Il y a des enfants qui vivent dans des familles où on va discuter de plus de choses, donc ils vont ramener à l'école un certain nombre de nouvelles. Il y a un petit peu aussi la course à l'information la plus spectaculaire dans les cours de récréation. Les enfants vont arriver avec des choses qu'ils ont entendues la veille au repas du soir, qu'ils ont plus ou moins bien comprises et qu'ils vont pouvoir jeter en pâture comme ça devant les autres. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est vraiment important qu'il y ait des paroles un peu structurantes qui soient tenues de la part des adultes qui font référence pour l'enfant. Donc les adultes qui font référence pour l'enfant, c'est avant tout les parents, évidemment, et puis les enseignants tout de suite derrière, j'ai envie de dire. Donc à ce moment-là, ça va être important de commencer à mettre des mots sur les choses, et notamment sur l'actualité, en restant... d'abord partir de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont compris, donc les questionner sur là où ils en sont, de leur degré d'information finalement, de façon à ne pas aller aussi trop loin ou faire effraction dans leur imaginaire avec des images ou même des images verbales qui seraient décalées par rapport à leur propre connaissance et à leur propre savoir.
Donc ça, c'est important, hein, de les faire déjà parler de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont entendu. Et ensuite pouvoir amener des éléments de contextualisation, des éléments un peu factuels de contextualisation qui vont venir un peu border les choses, parce qu'on se rend compte que les enfants les plus jeunes, ils font très vite partir leur imagination sur des chemins qui sont voilà, parfois assez rocambolesques. Alors bon, évidemment, l'actualité est tout à fait propre à ça, mais voilà, en dehors de ça, ils peuvent aussi imaginer des choses bien pires que ce qui se passe dans les faits. Donc c'est important d'amener un petit peu des éléments factuels. Alors bon, les autres participants à la table ronde vont pouvoir effectivement parler de leur travail autour de ça, mais tous les petits journaux d'actualité qui sont faits pour les enfants peuvent être des supports extrêmement intéressants pour travailler ces questions-là avec eux. Voilà, quand on avance en âge à l'école élémentaire, on est, je dirais, un petit peu sur la même lignée, hein, c'est-à-dire qu'il devient d'autant plus important d'échanger avec les enfants qu'ils échangent entre eux dans les cours de récréation notamment, et que là, on va pouvoir aller plus loin, effectivement, sur les éléments de compréhension du contexte, de l'actualité. Chez les adolescents, on a l'impression comme ça que les adolescents sont très informés, voilà, ils sont en permanence sur leur smartphone, alors avec les travers que ça peut avoir d'être tout le temps sur les sites d'actualité en continu, où finalement il y a des afflux d'émotions qui arrivent, et où c'est toujours un peu compliqué de métaboliser les choses. Sur les sites d'information en continu, c'est une info qui est vraiment à chaud, qui est assez peu contextualisée. Donc on ne doit jamais perdre de vue que les adolescents sont aussi à un moment de leur vie où ils sont en capacité de comprendre beaucoup de choses, mais en même temps ils sont en construction, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des adultes en miniature encore, c'est vraiment voilà, un être en construction avec toute la fragilité émotionnelle qui peut aussi aller avec. Donc c'est important aussi de continuer à accompagner à cette période-là, et je dirais que sans doute un élément important, ça va être de discuter avec eux des sources d'information et peut-être d'essayer de les amener vers des sources d'information un peu plus classiques, ou en tout cas, voilà, ils sont tous effectivement sur leur smartphone et ça va être difficile de les en faire décrocher, mais en tout cas peut-être dire que l'information c'est finalement un peu comme les repas, c'est à heure régulière, c'est pas tout le temps, à tout moment dans la journée. On peut réserver des temps dans la journée où on va aller s'informer sur ce type de site, compléter son information par d'autres sources, apprendre à critiquer les sources, etc. Enfin voilà, tous ces éléments-là. Et puis à tout âge, j'ai envie de dire, mais ça on reviendra peut-être là-dessus, pouvoir engager ou inciter des enfants ou des adolescents à s'engager sur des actions, que ce soit des actions symboliques ou des actions concrètes. Ça va aussi les aider dans ces périodes extrêmement troublées, à avoir le sentiment d'être pas seulement des spectateurs de l'information, des spectateurs impuissants de l'information, mais aussi peut-être pouvoir voilà, s'engager, avoir le sentiment de se mobiliser, d'être actif ou d'être acteur de quelque chose. Voilà, je ne vais pas mobiliser la parole plus longtemps pour cette introduction, je réagirai peut-être ensuite à ce que vous direz les uns et les autres. Voilà. Merci Marie-Noëlle. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui veut réagir ou poser une question avant que je fasse intervenir les journalistes là-dessus? Alors on continue. Donc on va avoir 3 exemples effectivement avec Okapi, avec Un jour une actu, avec Fritz, de ce que s'efforce de faire la presse jeunesse pour informer les enfants de manière adaptée. On peut peut-être commencer par Jean-Yves Dana, avec Bayard Presse, et Okapi en particulier. Entendu, d'accord. Alors Okapi, je vous le disais, on est un média qui s'adresse à des collégiens, mais on participe à un groupe où il existe des titres organisés sous forme de maillage, en fait, qui suit la croissance de l'enfant depuis le premier âge jusqu'aux années lycée. Et lorsque ce conflit a éclaté le 24 février,
nos différentes rédactions qui sont organisées sur un étage à Bayard. On est à Montrouge, en banlieue parisienne, et il y a un étage entier à Bayard qui est dévolu à la presse jeune, avec chaque rédaction, qui ne sont pas des grosses structures, hein, on est une quinzaine de personnes par équipe en gros, tout métier confondu de presse. Toutes les rédactions donc, se sont retrouvées dans une salle pour discuter au lendemain de ce grand bouleversement pour nous tous. D'abord pour se parler entre nous déjà, parce que je crois qu'on était tous aussi un peu en sidération. C'est pas qu'une histoire d'enfants et à qui il faut apporter des choses, c'est aussi nous-mêmes essayer de comprendre ce qui nous arrivait. C'était quand même la première fois que nous, de notre vivant, on assistait à ça, c'est-à-dire un pays en Europe qui en envahissait un autre et le bombardait militairement, et cette guerre qui était à 1500 km de Strasbourg, je crois que j'ai lu, même pas. Enfin, donc on est quand même sur quelque chose qui, pour nous-mêmes, était un choc. Et évidemment, ce choc s'est accompagné très vite de celui qu'on a reçu de nos lecteurs, les uns et les autres, ou de leurs parents, parce qu'évidemment, beaucoup de choses passent par les lecteurs eux-mêmes qui nous écrivent via un blog, via un réseau social, et des parents aussi qui comptent sur nous pour apporter très vite des éléments qui, eux, les aideront à donner, pas forcément des explications, mais en tout cas à déclencher une discussion à même de pouvoir rassurer l'enfant dans le foyer. Parce que très vite, ce qu'on a constaté, et je pense que mes collègues diront à peu près la même chose au niveau des ressentis d'enfants, c'est l'enfant, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se sent impliqué à titre personnel, ou en tout cas qui s'interroge sur est-ce que cette guerre, on dit qu'elle est à nos portes, c'est un peu l'expression consacrée, mais est-ce qu'elle est à nos portes au point que ma maison elle est menacée ? Est-ce qu'elle est à nos portes au point que ce qu'on appelle cette troisième guerre mondiale, alors que je sais vaguement ce que sont les deux premières en l'occurrence, mais est-ce que ça veut dire que la guerre elle va arriver chez nous et maintenant quoi ? En gros, est-ce qu'il faut se préparer à fuir nous aussi, comme le montrent ces images auxquelles on a pu être confronté par accident ou intentionnellement, si on est devant la télévision, si on est devant nos téléphones et qu'il y a des images qui circulent de gens qui nous ressemblent et qui sont obligés de fuir. Donc la première question que nous on a eu à traiter, c'est mais qu'est-ce qui se passe tout simplement ? Pourquoi il y a cet envahissement de l'Ukraine par la Russie ? Et par là même, on arrive à commencer à enclencher un processus qui permet de répondre aux autres questions beaucoup plus anxiogènes, mais aussi à les déconstruire, à savoir, est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence ? Est-ce que, en gros, notre vie telle que nous la connaissons est menacée ? Enfin voilà, des choses qui touchent plus la vie de l'enfant, puisqu'effectivement, on l'a constaté aussi, l'enfant ramène les choses à lui-même et pense que quand on lui parle d'une guerre qui a lieu en ce moment en Europe, il la prend pour lui, ça va sans dire, quoi. Donc le premier travail, ça a été de faire un exercice d'écriture, apporté pour moi, en ce qui me concerne, d'adolescents, de collégiens. Vous disiez, en fonction, faire état un petit peu de ce que les enfants connaissent, ce qu'ils savent déjà sur un conflit comme ça, disons-le. Les enfants, autant que leurs parents, ne savent pas grand-chose, parce que c'est très subi. La Russie qui envahit l'Ukraine, il faut avoir déjà une expérience de l'actualité internationale, une capacité de compréhension de ce qui s'est passé en 2014, la Crimée, le Donbass, et plus avant, évidemment, l'histoire de l'Ukraine indépendante depuis 1991 et sa place dans l'URSS et l'URSS face à l'OTAN. Enfin, vous voyez, quand on déconstruit l'histoire pour revenir en arrière, pour essayer de remettre les éléments dans l'ordre, on voit qu'on est dans des questionnements et des sujets qui ont plus à voir avec le programme du lycée que celui d'un élève en début de collège ou voire en école primaire, voire avant, quoi, voilà. Donc évidemment, on était tous avec ces difficultés-là à affronter. Et chaque titre du groupe, en quelque sorte, s'est comporté comme un service dans une grande rédaction en disant, nous, par exemple, Astrapi a dit, on va faire un podcast sur le mode donner la parole aux enfants, entendre leurs paroles, entendre leur angoisse, et à faire appel à un professionnel, un psy qui va dialoguer avec l'enfant et apporter des réponses plutôt sur le caractère anxiogène de ce qui est en train de se passer, l'aider à mettre des mots là-dessus. Des propositions aussi, comment agir, comment te sentir utile par rapport à ce conflit.
Et puis après, à partir d'Astrapi, de ImageDoc aussi, qui est un titre du groupe qui est plus pour les 8-12 ans et plus documentaire, qui va travailler sur des cartes de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Okapi, qui a été plus dans une volonté de dire pourquoi cet envahissement, pourquoi cette guerre, que veut Poutine, c'est quoi son discours, etc. Mais le faire à portée d'adolescents, commencer à mettre du sens sur des mots qu'on entend passer, OTAN, Donbass, dissuasion nucléaire, des choses comme ça qui sont effectivement pas du tout évidentes pour un adolescent. Et puis phosphore encore pour le niveau au-dessus, où alors là carrément on va entrer dans l'analyse géopolitique, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, et puis aller chercher du témoignage. Voilà. Les adolescents, il y a même eu un livre sur le sujet passionnant, et les adolescents ukrainiens, comment on vit quand on est adolescent dans un pays en guerre. Donc aller chercher du témoignage, faire appel à des correspondants que nous connaissons. Moi je vous disais que j'étais avant, dans une vie antérieure toute récente, responsable du service international à la Croix. Donc évidemment, j'ai un réseau aussi de journalistes qui partent sur le terrain, avec qui j'ai l'habitude de travailler et que j'ai pu appeler pendant les premières semaines du conflit, parce qu'ils étaient qui en Pologne, qui en Ukraine, qui en Russie, et j'ai pu avoir leur retour sur comment cette guerre était ressentie par les uns et les autres. Donc je synthétise en disant un premier travail qui a été d'abord de l'explication, et puis après, évidemment, le conflit ne dure pas juste quelques jours, donc étaler un petit peu la connaissance qui s'amplifie de ce qui se passe, des acquis déjà retenus par les enfants, par les adolescents, pour aller un peu plus loin, pour essayer de comprendre la question des migrants, pour essayer de comprendre la question de la guerre de l'info entre les Russes et les Ukrainiens, etc. Voilà, première approche. Alors, deuxième approche avec Camille Laurence. Donc là, c'est Milan Presse et Un jour une actu. Et oui, alors nous, on s'adresse aux plus jeunes, pour le coup. Oui. Hein, on est sur les 8-12 ans, donc c'est... En fait, on a un petit peu la même démarche que vous avez eue, sauf qu'on a pris un peu plus de temps sur la partie réception des questions d'enfants. Alors nous, c'est vrai qu'on a un programme de vidéo en lien avec France TV où on produit une vidéo par jour sur l'actualité où on répond aux questions d'enfants. Du coup, on a une chance, c'est qu'on reçoit des questions d'enfants en très grand nombre. On en a 300 par semaine, alors sur toutes les questions d'actu. Mais du coup, dès les tout premier jour du conflit, enfin je dirais même dès le lendemain de l'annonce du conflit, on avait déjà plus de 50 questions et ça a afflué, et ça nous a permis même de... Alors il y avait toutes sortes de questions, toutes celles que vous avez dites. Alors chez les plus petits, c'est même pas est-ce que la guerre va être chez moi, parce que l'Ukraine, ils savent même pas où c'est. Ils n'en ont aucune idée. Donc quand on leur a dit que c'était à leur porte, c'était à leur porte, c'était à leur porte. Je veux dire, un Parisien, c'était à la frontière de Paris. Un Toulousain, c'était à l'Espagne. Donc pour eux, c'était évident que c'était là, c'était pas la question qu'ils posaient. Nous, ils nous ont carrément posé comme question, où est-ce que je vais fuir moi? Est-ce que papa, demain, il part à la guerre? Donc on a reçu toutes ces questions-là, en plus de, évidemment, la plus courante, c'était qu'est-ce qui se passe? Et donc on a reçu toutes ces questions, alors il faut dire que c'était en pleine vacances scolaires aussi, ce qui change pas mal les choses, parce que donc il n'y avait pas encore eu l'effet cours de récréation, avec les enfants qui fantasment et qui se racontent des choses assez étonnantes. Mais il y avait déjà eu les CLAE un peu, donc moi j'avais mon fils qui était au CLAE, enfin au centre de loisirs, et il était rentré en disant il paraît que c'est la 3e guerre mondiale, donc on va calmer le jeu tout de suite. Et donc on a regardé toutes ces questions et on s'est dit il faut réfléchir à comment on y répond et à quelles questions on répond en premier, puisqu'on se doutait bien que c'est un conflit qui allait durer un peu, qui avait énormément de choses à expliquer, parce que l'URSS, jamais ils n'en ont entendu parler, l'OTAN, ça n'a aucun sens. Donc on a un petit peu hiérarchisé les questions et puis on s'est mis en plan d'attaque en se disant, bon, alors regardons maintenant toutes les bribes d'informations qui leur sont venues aux oreilles et comment ils comblent les blancs. Et puis, réfléchissons à quels sont les meilleurs supports pour leur répondre. Parce que comme on a plusieurs supports, eh ben, c'est pas la même chose. On peut utiliser une BD pour expliquer qui est Poutine. On a besoin de cartes pour expliquer où est l'Ukraine, où est la Russie. On a besoin de formats de témoignages, effectivement, pour leur apporter du réel et du proche d'eux, hein, puisqu'ils ramènent tout à eux. Et donc, on a commencé à construire un plan, petit à petit, avec... toujours derrière une petite question, c'est jusqu'où on va, jusqu'où on les immerge dans ce sujet-là. Pour des enfants qui, 8 ans, c'est CE2, hein, c'est tout petit.
12 ans, évidemment, on se rapproche des collégiens, on est dans autre chose, mais jusqu'où on va dans l'immersion dans un sujet aussi terrible et aussi anxiogène qui fait peur à leurs parents, donc ils ont un petit peu la double angoisse quoi, de ce qu'ils entendent et l'angoisse de leurs parents qui se rajoute. Et en fait, du coup, on s'est beaucoup questionné sur numéro spécial ou pas, en fait. Et finalement, on a opté pour numéro spécial parce qu'on a constaté qu'ils étaient déjà complètement dans l'immersion et qu'il fallait un certain nombre de bases pour commencer un petit peu à piger. Donc on s'est dit, on fait un numéro spécial et puis après, on va doser. Après, on va avancer par briques, par qu'est-ce que c'est que l'OTAN, qu'est-ce que c'est que la Russie. On va y aller petit à petit. Et depuis le début du conflit, c'est ce qu'on fait. On dose, on y va petit à petit, on apporte toujours un peu plus de compréhension sur le sujet. En fait, on évite l'immersion dans l'émotion et on leur propose un bain de compréhension petit à petit. Marie-Noëlle Clément, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus justement sur les émotions des enfants dont on voit qu'elles ont tout de suite surgi de ce risque finalement d'être submergées par ces émotions. Alors, c'est effectivement donc, dans le rôle dans lequel vous êtes, au niveau des journaux, de la presse jeunesse, etc. Donc c'est vrai que c'est tout à fait important voilà, d'adapter les éléments de connaissance, de contextualisation, etc. Après, au niveau de la famille et au niveau de l'école même, la question des émotions, il va bien falloir qu'elle trouve sa place à un moment donné. C'est-à-dire qu'avant d'être en mesure en fait, de s'approprier les éléments de connaissance et du coup de pouvoir mettre un petit peu les choses à distance, il va falloir qu'il y ait un moment où ces émotions elles puissent s'exprimer. Donc effectivement, vous l'avez bien dit Camille, les questions des enfants c'est mais où est-ce que je vais fuir? Est-ce que mon père va partir à la guerre demain? Quand est-ce que les bombes arrivent sur ma maison, etc. Donc tout ça, il faut bien qu'il y ait des endroits où effectivement ça puisse se dire et ça puisse s'échanger. Donc c'est vrai que dans la famille en général ça se fait finalement souvent assez facilement. À l'école, je constate que alors, tout dépend des enseignants, des classes évidemment, mais il peut y avoir une sorte de réticence à venir, à laisser advenir les émotions sur le terrain de l'école, de la classe, parce que quand je suis enseignant, qu'est-ce que je vais faire de ces questions-là, de la question qui prend l'enfant aux tripes, hein, finalement, ce qui est mais est-ce que moi demain ma maison elle va être détruite par une bombe par exemple. Et je pense que c'est important que sur le champ de l'école, ça puisse effectivement aussi se discuter, en partant encore une fois des propos des enfants, etc. Ça nécessite aussi quand même pour l'adulte d'avoir d'avoir mis déjà un peu ses propres émotions à distance, parce que s'il est dans un bain émotionnel partagé avec l'enfant, du coup c'est vrai que ça peut rendre les choses compliquées. Alors pouvoir dire écoute, oui, moi aussi ça m'inquiète, moi aussi ça me rend triste, moi aussi ça me met en colère, etc., c'est une chose. Le dire en ayant les larmes aux yeux ou en étant extrêmement ému, c'est encore autre chose, hein. C'est-à-dire que ça peut par une espèce d'effet de contagion, ça peut effectivement submerger l'enfant, l'inquiéter beaucoup, etc. Donc mettre des mots sur ses propres émotions en tant qu'adulte, ça reste important. Ça veut dire quand même qu'on est capable de mettre des mots sans laisser l'émotion trop affleurer dans la mimogestualité, hein. Sinon c'est vrai que c'est trop, ça prend l'enfant à la gorge. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, cette question-là, avant d'amener des éléments de savoir, de contexte, etc., elle est vraiment importante. Alors, comme Marie-Noëlle Clément parlait de l'école, je vais peut-être vous laisser la parole maintenant, Serge Barbet, pour que vous nous disiez justement comment les enseignants se saisissent de ces questions et à partir de quel support. Oui, mais beaucoup a été dit déjà et qui vraiment se recoupe avec ce que nous avons vécu d'abord dans cette grande maison de l'éducation nationale. Et tout de suite, effectivement, il y avait la période des vacances. Et puis, il y avait cette reprise avec ces questions sensibles
face auxquels, je dirais, notre institution, ces dernières années, a été confrontée à différents degrés quand même. Il est vrai que les crises, en général, qu'elles soient d'ordre sécuritaire, qu'elles touchent à la question des attentats, aux atteintes à la liberté d'expression, quand on décime une rédaction, la question de la crise sanitaire, ce sont des questions profondément angoissantes. Et effectivement, les enseignants, ces dernières années, ont été, je dirais, finalement sensibilisés, impliqués et amenés de plus en plus à travailler sur l'accueil, effectivement, de la parole des enfants, des émotions, cela a été dit, comment mettre les émotions à distance. Et donc, il est vrai que là-dessus, on a beaucoup progressé et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et tout ce qui a été dit, je crois, montre que tant en termes de formation que d'outillage, de ressources, pour accompagner ces enseignants justement à être capables d'accueillir cette parole, de dire à un enfant que les émotions que suscite l'actualité, elles sont légitimes, de leur donner le cadre pour leur permettre effectivement d'accueillir cette parole sans qu'ils se sentent coupables même effectivement d'exprimer ces émotions-là. Alors tout ce qui est de l'ordre effectivement du travail qui a été fait depuis le déclenchement de cette guerre, alors du point de vue de l'éducation aux médias, du point de vue des documents, c'est effectivement les cartes. Très important pour justement aider à cette compréhension, rationaliser notre rapport à l'information et expliquer du point de vue de l'histoire aussi, l'histoire des conflits. Il y a le travail sur les sources, on l'a beaucoup dit. Alors on a dit au tout début du propos quelle information amener vers les élèves. Donc c'est vraiment dans un double sens. C'est-à-dire que c'est quelle information leur pousser, quelle information recueillir de leur part dans un dialogue justement constructif qui nous permet, sur la base du travail aujourd'hui sur ces différents documents, sur les cartes, sur les sources, sur les médias, la façon dont les médias traitent le conflit, quels sont les angles qui sont choisis, pourquoi tel média va choisir de traiter cette actualité de telle manière plutôt que tel autre, la façon effectivement d'apprendre, de renforcer ce fameux esprit critique des élèves pour leur apprendre à mettre à distance et d'analyser de façon critique les sources, les documents. Tout cela fait partie de cette mission aujourd'hui qui est de plus en plus priorisée, je dirais, dans les enseignements, qu'il s'agisse des enseignements transversaux, de cette éducation aux médias et à l'information, qu'on va aussi retrouver dans l'enseignement moral et civique, et dans les champs disciplinaires également, avec des enseignants qui vont devoir composer, être en capacité de travailler ensemble. Et il s'est trouvé que tout de suite, après cette période, nous organisions en mars, quelques semaines après le déclenchement de la guerre, la semaine de la presse et des médias dans l'école, et donc nous nous sommes confrontés tout de suite à cette réalité-là. C'est-à-dire que sur le thème de s'informer pour comprendre le monde, on a pu travailler avec des élèves, des collégiens et des lycéens dont les questions étaient tout de suite sur les sources de l'information, sur qu'est-ce qu'une information, comment elle se fabrique. Des élèves nous disant, mais la propagande, par exemple, effectivement, on a eu une question qui était dans un lycée de Ploërmel. On avait fait un déplacement et un lycéen nous dit, mais comme on travaillait sur ces sujets-là, on a à ciel ouvert, enfin devant nous, des entreprises d'une guerre de l'information à l'ère numérique, avec les entreprises de propagande, la guerre de l'information côté ukrainien, côté russe, montrer justement comment elle s'opère. Et un élève nous dit, mais en France, la propagande, c'est France Télévisions, c'est les médias publics. Et on avait des journalistes qui intervenaient aux côtés des enseignants. Et donc, certains étaient un peu choqués de la question et disaient « Mais non, moi j'ai travaillé dans le service public, jamais j'ai pris mes ordres dans tel ou tel ministère. » Et alors, on a dit « Attendez, cette question, elle est fascinante. » Elle est nécessaire. Mais... Elle est nécessaire et elle nous permet, en fait, justement de poser les termes sur la définition. Qu'est-ce que la propagande? Qu'est-ce que l'information? Quelle valeur de l'information? Et puis ensuite, avec effectivement des enseignants qui travaillent dans des classes médias, dans différents dispositifs, on a aujourd'hui aussi, au travers de ces guerres de l'information, dans ces guerres hybrides, de nouvelles, des sujets émergents. On parle effectivement de ces données ouvertes, de l'OSINT, aujourd'hui, qui sont extrêmement importants pour comprendre le data journalisme, pour comprendre les nouvelles formes d'enquête journalistique aujourd'hui, pour comprendre comment
on parle parfois de journalisme de solution, mais l'objectif de ces journalistes, d'abord des reporters de guerre sur le terrain, qu'on a fait aussi intervenir devant des élèves, c'était des séquences tout à fait fascinantes, et de dire comment aujourd'hui, effectivement, cette quête de l'information pour expliquer ce qui se passe, pour vérifier les faits tels qu'ils se produisent, et ben aujourd'hui ça jaillit aussi dans notre périmètre de l'éducation pour travailler sur l'information à l'ère numérique. Et donc l'analyse des datas, des données, de l'open source intelligence, tous ces données-là aujourd'hui pour nous sont extrêmement riches, et c'est la part toujours des conflits avec l'horreur, la tragédie, la part tragique et la part de progrès que cela amène dans la compréhension aujourd'hui de tous ces enjeux-là. Et donc il y a des travaux qui nous amènent à travailler avec des universitaires aujourd'hui pour la formation des enseignants. Et donc on est dans ce continuum, je dirais, de l'éducation, d'une éducation aux médias et à l'information, plus que jamais centrale, pour effectivement progresser, avoir les compétences et les connaissances aujourd'hui nécessaires dans cette société numérique. On va continuer avec vous, Mathieu Pays, avec un éclairage un petit peu différent cette fois, puisqu'il s'agit de la proximité avec Fritz, le magazine Tourangeau. Oui, nous on était sur une problématique effectivement la problématique était la même finalement, hein, puisque notre lectorat, comme celui d'Ocapi ou celui d'Un jour une actu, s'est retrouvé, comme les équipes d'ailleurs, confrontés de façon assez brutale, même si les journalistes le sentaient peut-être un peu plus venir que les enfants, mais à cette guerre qui est arrivé un jour comme ça dans les classes. Nous, en plus, on avait un atelier à ce moment-là, donc un atelier, pas dans les classes, que c'était quelques jours après, mais comme vous, effectivement, très vite, on a vu dans les classes les réactions directes des enfants. Alors, en local, c'est vrai que c'est un peu différent, puisqu'on ne peut pas avoir toute... d'abord, on est une beaucoup plus petite équipe, on paraît tous les 15 jours, on est ancré sur le territoire, donc, comment dire, ça peut détailler ce que c'est que l'OTAN, d'où vient le conflit de façon historique, c'est compliqué, on n'a pas forcément la place ni même les compétences pour le faire historique, enfin voilà. Donc par contre notre cheval de bataille à nous, c'est le local, et donc très vite on s'est dit qu'il faut, on dit que c'est une guerre qui est à nos portes, il faut montrer en quoi elle est à nos portes, mais plus que ça, elle est chez nous, enfin elle nous concerne nous, comme d'ailleurs souvent d'autres guerres. Et donc on a très vite, on s'est tourné vers des acteurs locaux qui sont soit ukrainiens. On a par exemple à Tours un club de volley qui est assez connu avec un joueur qui est ukrainien, et donc qui a été immédiatement impacté lui dans sa chair, hein, son pays était en guerre, et il n'a pas pu jouer un match très important juste après, et donc on a pu expliquer pourquoi lui. Alors on parlait des émotions tout à l'heure, on les a mises à distance en expliquant, comme tout le monde l'a fait, hein, Troisième Guerre mondiale, oui, non, guerre sur ma maison, oui, non, mon père part à la guerre, oui ou non. Donc on a essayé de répondre le plus factuellement possible, en essayant de balayer le bruit qu'il y a tout de suite, très très vite, autour de ces sujets, autour de tous les sujets, hein. C'est-à-dire que les enfants, dans les écoles, dans les cours d'école, il y a un fait, et puis autour du fait, il y a un brouhaha énorme avec des informations, des fausses informations, des rumeurs, des conjectures, des fantasmes, tout ça se mêle. Et à cet âge-là, on n'a pas encore forcément, c'est tout l'enjeu de l'EMI, hein, on n'a pas encore les clés pour faire le tri. Et donc on a une espèce de maelstrom comme ça autour d'un sujet. Et donc nous, ce qu'on a fait, la première chose, c'est on est revenu à l'os, quoi, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà ce qu'il en est, en essayant à la fois d'enlever les fantasmes, sans non plus, par rapport à ce qui a été dit, mais je voudrais quand même, sans non plus enjoliver ni rassurer, vouloir rassurer à tout prix. Nous, on a dit aussi qu'il y avait un risque réel de conflit grave, enfin qu'on était dans un conflit grave et qui allait nous toucher de plein de points de vue, économique, mais aussi social, mais aussi peut-être militaire demain. Il ne faut pas non plus voiler la vérité aux enfants. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis après, dès qu'on a pu, deuxième chose, donc par le témoignage, et notamment montrer, dès que les premiers réfugiés sont arrivés en Touraine, aller dans une classe, dans une classe où étaient accueillis des enfants, et aller à hauteur d'enfants, le faire raconter à ces enfants comment ils avaient vécu à la fois la fuite de leur maison, comment ils avaient vécu l'arrivée dans l'école, comment ils s'intégraient avec
leurs nouveaux camarades et comment ils essayaient de se projeter sur l'avenir. C'était ça en fait les questions. Tout ça parce que d'abord parce que c'était factuellement intéressant à raconter et puis aussi parce que pour l'enfant c'est quand même des choses déterminantes. Moi demain si ça m'arrive, c'est quoi fuir sa maison, c'est quoi ne plus aller dans son école, c'est quoi être séparé potentiellement de ses parents ou d'une partie de sa famille. Et donc rien de mieux pour en faire sentir, on a parlé d'émotion, mais pour en faire sentir l'importance que de l'entendre dire par un enfant. Donc voilà, ça a été notre travail de façon très modeste par rapport. D'ailleurs, on regarde tout ce qui se fait dans tous les autres médias parce que nous, on n'est pas 15 autour de la table quand on fait notre journal, donc forcément, on se nourrit de tout le reste. Mais c'est aussi très important de retransmettre cette parole. Mais on sent toute la complexité. Vous êtes toujours là, Marie-Noëlle Clément? J'ai l'impression que la session s'est refermée, là. À l'instant même où je voulais la lancer. Il y a moyen de... Ah oui, 40 minutes. Ah oui, il y a une session qui on peut le relancer une session avec elle, là? Il n'y a pas quelqu'un de l'équipe. Après, si je peux me permettre, c'est vrai qu'on fait très attention, nous, à ne pas faire d'angélisme, je rebondis sur ce que vous disiez, et à dire vraiment les choses, mais en fait, on peut dire la réalité en essayant quand même de la rendre moins anxiogène. Je me disais, par exemple, c'est sûr qu'il y a un risque de conflit mondial, et ça, il était hors de question de le cacher aux enfants, mais par contre, de leur dire ce qu'on fait pour éviter ce conflit mondial, c'est leur dire qu'il y a un risque, tout en déjà calmant un petit peu le jeu sur l'inquiétude que ça peut créer. Dire qu'on n'apporte pas d'armes offensives à l'Ukraine tout en le soutenant par ailleurs pour éviter que ce conflit se transforme en conflit mondial, c'est leur dire la réalité et en même temps enlever ce qu'il y a de plus inquiétant dans cette information. Et c'est ce travail-là de couture en fait, qu'on fait toujours sur comment on dit la réalité tout en allant chercher la porte de sortie. Jean-Yves Dana. Sur cette même question, ça marche le micro, c'est bon? Sur cette même question, je peux aussi rebondir parce qu'effectivement, je ne vais pas laisser penser, enfin je ne sais pas comment je l'ai formulé tout à l'heure. C'est pas ce que j'ai voulu dire du tout. En fait, parmi les choses qu'il est important de dire quand on est avec un enfant ou un adolescent, c'est aussi on ne sait pas. La question qui reste sans réponse parfois, notamment sur cet enjeu du risque de mondialisation du conflit. Et effectivement, comme dit Camille, il y a un enjeu à expliquer pourquoi on ne va pas plus loin dans l'aide, c'est-à-dire en participant nous-mêmes à la riposte contre la Russie. C'est pour aussi éviter cet embrasement au-delà de l'Ukraine. Donc ça, c'est un travail d'explication qui est fait, qui a ses limites, parce que évidemment, ça appelle des questions en retour, mais est-ce que c'est pas un peu lâche, etc. Donc ça pose aussi la question de notre posture par rapport à ça, de regarder un pays se faire bombarder comme ça et d'adopter une stratégie qui est à la fois d'aide et en même temps de rester un peu en retrait volontairement. Et puis, il y a une autre manière de ne pas faire d'angélisme, mais d'essayer de préserver quand même le lecteur, c'est dans le choix des visuels, dans le choix de la photo. C'est un point important que nous, en tout cas, très vite, on a essayé d'avoir une vraie vigilance par rapport à cette question-là. Et j'allais dire, à Bayard, à Milan aussi, ça fait partie un peu de la culture d'entreprise, quoi, dans l'ADN. C'est-à-dire quand on traite d'un conflit, et c'était déjà le cas sur la Syrie, y compris à La Croix, donc un journal qui s'adresse plutôt aux grands-parents de mes lecteurs actuels, ou quand on parle du Sahel ou autre, l'image qu'on va mettre pour accompagner le reportage ou le travail d'explication, il y a une certaine distance avec la violence des faits quand même. C'est-à-dire qu'on va pas être... Par exemple, la fameuse image qu'on a vue à Mariupol de l'évacuation de cette femme... de la maternité. Voilà, on ne l'a pas montré. On est parti de toute façon du principe qu'elle a été tellement... Elle a tellement tourné que beaucoup d'enfants l'ont vue. On s'est dit, du coup, est-ce qu'il faut apporter une explication? Mais pour dire quoi? Enfin voilà, à part dire la question de... tout de suite, elle a été mise en cause sur son authenticité. Donc on en a parlé dans le cadre d'un autre article sur la guerre de l'info, justement. Mais l'image que nous, on va montrer, c'est, on va dire, les gens qui fuient, c'est l'image
des plaies ouvertes dans le pays, des ravages que peuvent faire des bombes, mais c'est pas les gens blessés, c'est pas la mort. D'autres n'ont pas forcément fait le même choix. C'est pour ça que je tiens aussi à préciser ça, c'est que même en presse jeune, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Ils ne sont pas avec nous là pour en parler, mais je sais qu'à Playback, ils ont eu une approche tout à fait différente. Et ils ont même passé un avertissement à la une de leurs journaux qui disait, pour lire ce journal, soit avec un adulte, enfin fais-toi bien un adulte. En gros, c'est pas un journal que tu es censé lire seul. Ça n'a pas été notre approche. Nous, on a vraiment été dans la démarche de dire tu es autonome, tu peux lire, et par ailleurs, tu peux parler avec tes parents, évidemment, et voilà des pistes. Mais en tout cas, le point de départ, c'est de montrer et de dire des choses que le collégien est susceptible de comprendre et d'accepter. Alors, on a retrouvé Marie-Noëlle Clément, en tout cas par image. Vous nous entendez, Marie-Noëlle? Non, pas encore. Not yet. Okay. Il y a un monsieur qui a une question. Bonjour, merci. Donc, je suis Martin Pierre, j'ai été journaliste pendant 15 ans, puis là j'ai fait une parenthèse pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Je suis formateur aussi en EMI, on m'a beaucoup fait intervenir avant la semaine de la presse, enfin autour, dans la semaine également. Il n'y a pas que la semaine de la presse, il y a tout ce qui reste ailleurs. Et tout a changé, bien évidemment, dans ce que je proposais comme contenu. Mais comme on nous fait beaucoup intervenir sur les fausses informations, les complots, la guerre de l'information, moi c'était avec des plus âgés au lycée, au collège. Il fallait quand même que je les montre, ces photos. Et en fait, j'ai souvent l'impression de remettre une pièce dans le jukebox en me disant, je sais qu'ils les ont souvent vus, et d'ailleurs, ils en ont vu des bien pires sur un certain nombre de réseaux. Ils m'en parlent, puisqu'ils me parlent de cadavres, de choses comme ça. Mais j'ai l'impression que quand on parle de fausses informations, plus de ces sujets, de ces questions vives de société dont Serge Barbet a parlé, des attentats, il n'y a pas trop de fausses informations sur quand tout va bien, quoi. Quand il fait beau, voilà, c'est des fausses informations sur la violence, les guerres, les attentats. Et donc, il faut quand même qu'on utilise ce matériel, nous, en tant qu'intervenants. Et j'ai malgré tout parfois l'impression de provoquer parfois autre chose, même si ils me confient leurs paroles. Donc c'était ma question, c'était comment, tout en utilisant ce matériel d'actualité, qui est plus facile pour moi en tant que journaliste intervenant d'utiliser que l'enseignant, même si il y a la petite option sciences politiques qui est super au lycée et qui a beaucoup servi dans le conflit en Ukraine, mais comment on peut continuer la progression pédagogique, cette séquence, avec en plus apporter un peu le réconfort aussi de l'utilisation de ces photos, de ces vidéos, parce qu'on va débunker Boutcha, on va débunker des choses comme ça, quoi. On débunke pas, encore une fois, les chatons, même s'il y a des vidéos sur les chats qui sont super. Serge Barbet. D'abord, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que la semaine de la presse, bien évidemment, et puis l'éducation aux médias aujourd'hui... on va dire qu'elle est organisée autour de ce qui s'est passé pendant des décennies, c'est-à-dire sur la base du volontariat des enseignants qui se sentaient en confiance pour mener ces activités. Et puis progressivement, on est entré, je ne vais pas faire toute la chronologie, mais dans un enseignement fondamental et obligatoire. Aujourd'hui, l'éducation aux médias et à l'information, elle est dans les programmes. Elle est dans les programmes du collège. On travaille sur le premier degré également, aujourd'hui, à avoir une approche justement avec les plus jeunes âges pour apprendre justement ce qu'est l'image, notamment une éducation à l'image et bien d'autres travaux que l'on fait aujourd'hui sur le premier degré. Et effectivement, les nouveaux programmes, que ce soit sur le volet des humanités ou sur les volets scientifiques, des sciences numériques et technologiques, permettent aujourd'hui de croiser effectivement ces enjeux de connaissances et de compétences. Et donc c'est toute l'année effectivement que ce travail est fait pour les enseignants. Et c'est vrai que non, l'utilisation des images, l'accès aux images violentes, c'est quelque chose qui ces dernières années se développe aussi beaucoup, parce que la réalité du fonctionnement des plateformes et des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé du rôle de TikTok aujourd'hui sur la propagation des fausses informations, et au-delà des fausses informations, plus complexe encore, des entreprises de propagande qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Alors évidemment manipulant les contre-vérités, les vérités qu'on oppose, avec l'idée de semer le trouble, de semer la confusion et de faire perdre les repères. Ce qui fait que cela a un impact sur des populations, des générations de jeunes, de moins jeunes, et qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément un consensus sur l'idée qu'il y a un agresseur et un agressé. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, formateurs, éducateurs, ayons bien conscience que dans ce monde aujourd'hui numérique, la guerre des récits est à l'œuvre.
Et que cela demande d'avoir beaucoup justement de maîtrise aujourd'hui de ces enjeux-là pour pouvoir expliquer aux enseignants comment aborder sans tomber dans les travers effectivement d'une critique qui peut advenir en disant mais vous nous manipulez, vous enseignants. Parce que moi j'ai entendu à la maison que la réalité est bien différente. Et aujourd'hui l'enjeu de l'école il est côté russe aussi. Côté russe où l'école est un enjeu de bataille où on fait la promotion évidemment de la stratégie militaire et politique de la Russie, avec le culte de la personnalité de Poutine exalté aujourd'hui dans des programmes où on diffuse des vidéos aujourd'hui pour montrer des vidéos de 40 minutes sans classe d'âge, montrer à tous les élèves russes pour leur montrer le bien fondé de l'opération spéciale en Ukraine, pour nous libérer effectivement des nazis. Et donc on est dans cette guerre des récits aujourd'hui et donc il y a cette complexité qui doit nous amener, nous en démocratie, effectivement à travailler justement sur les fondamentaux de l'information en démocratie, la pluralité, l'indépendance, et quelque part, on ne s'habitue jamais au tragique de la situation, etc. Et on remet toujours sur le métier, effectivement, ce travail sur les fondamentaux de l'information. Qu'est-ce que c'est une source? Comment l'information se fabrique? Comment elle est diffusée? Alors c'est vrai que cette guerre aujourd'hui nous donne une occasion, très probablement, de travailler encore plus fortement sur ces fondamentaux, sans trop s'éparpiller aussi dans des, on va dire, démarches qui peuvent être animées d'un bon sentiment au départ, mais de dire on va fabriquer des fake news, comme ça ils vont comprendre ce que c'est. Non, on a des publics qui ne savent pas aujourd'hui, qui n'ont pas la culture médiatique, elle n'est pas innée. Elle n'est pas innée pour les enseignants, elle est encore moins innée. Et donc, effectivement, compte tenu de la complexité, de la force d'impact de ces réseaux sociaux et de ces plateformes, ce travail est plus que jamais fondamental. Et à nous de savoir le faire aussi sur ces outils. Et est-ce que vous, dans vos médias respectifs, justement, vous avez fait état de cette guerre des récits, de ces propagandes? Alors, chacun son tour. Oui, alors nous, on est vraiment sur les plus petits. Je trouve ça intéressant parce que plus on discute, plus on monte en tranche d'âge et plus on parle des lycéens. Et c'est pour vous montrer à quel point c'est compliqué d'aborder ce sujet pour les plus jeunes, puisque tous, naturellement, on a l'impression d'en saisir le sens quand on monte en tranche d'âge, alors que la vraie difficulté, c'est quand on baisse en tranche d'âge. Nous, par exemple, quand il y a eu Boutcha, comment on parle de Boutcha à des enfants de 8 ans? C'est juste impossible. Mais ces enfants de 8 ans, ils en ont entendu parler. Ils en ont peut-être vu des images. On espère qu'en pourcentage, ils ne sont pas trop nombreux, mais on sait qu'il y a des trous dans la raquette, donc ils en ont peut-être vu des images. Donc là, on se pose cette question, comment on leur en parle? Eh bien, c'est là où il faut faire un pas de côté, c'est là où il faut prendre un peu de recul. Et nous, on s'est dit, on ne va pas leur raconter ce qui se passe à Boutcha, c'est impossible, c'est inaudible. Par contre, on va leur parler de ce qu'est un crime de guerre. On va leur expliquer ce que c'est qu'un crime de guerre et on va aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'espoir qu'à la fin, les criminels de guerre soient jugés. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et après, sur la guerre d'information, on est allé effectivement à des petits niveaux. Par exemple, on a fait un décodage d'images de cette productrice qui, au journal TV russe, avait tenu sa pancarte expliquant que le pouvoir mentait à son peuple. Ça, on peut l'expliquer à des enfants jeunes et c'est une première base. Voilà. Il faut ajouter un tout petit mot. Dans le micro. Alors, tout simplement pour dire que là, pour le coup, c'est vrai que le travail ensemble des enseignants avec des professionnels de l'information et des médias, il est plus que jamais fondamental, justement pour expliquer ce que vous venez de dire effectivement quel est notre travail, quelle est la réalité, comment les questions fusent à ce moment-là. C'est-à-dire, mais quand Maryse Burgot est intervenue en rentrant de son premier déplacement en Ukraine, les questions des élèves, elle est venue tout de suite, elle souhaitait témoigner. Elle disait, bon, les rédactions en chef nous disaient laissez un peu les reporters tranquilles parce que quand ils rentrent, ils ont besoin d'une phase de repos, de déconnexion, on les laisse avec les familles. Et non, certains disaient non, certainement pas. Moi, je veux aller dans les écoles. Je veux raconter ce que nous faisons effectivement pour qu'il y ait cette compréhension de la fabrique de l'info. Et c'est vrai que le deuxième élément qui me semble très important, c'est qu'entre le début de la guerre et aujourd'hui, évidemment, le sujet a éminemment, la façon d'aborder le sujet a totalement changé. On est passé d'une émotion intense avec des peurs et des angoisses profondes à ce qu'on peut qualifier de routinisation aujourd'hui, pour employer un terme de sociologie, mais qui vraiment
on s'habitue finalement et les questions ont changé de nature. Alors ça, c'est la question la question que je voulais vous poser après. Mais donc d'abord, Jean-Yves Dana, sur les propagandes et les divergences de récits. On a eu la même porte d'entrée, Camille, c'est-à-dire que là, j'ai un numéro de Capi avec moi où on voit effectivement le travail autour de cette fameuse image qui a marqué ces premières semaines de conflit et du courage de cette productrice journaliste, sachant qu'au moment où on l'écrivait, la complexité, c'était qu'on ne savait pas du tout ce qu'elle allait devenir à ce moment-là, et on était obligé de parier sur quelque chose qui, pour le coup, n'était pas vérifiable à ce moment-là, donc évidemment, à écrire avec des pincettes aussi pour pas être suspect de vouloir préécrire l'histoire en quelque sorte d'une condamnation lourde, etc., alors que ça faisait partie des choses très probable, mais on n'était pas du tout à même de pouvoir dire voilà ce qui va lui arriver, quoi. Donc c'est complexe dans des périodicités qui sont les nôtres, hein, un journal qui paraît tous les 15 jours avec un temps de fabrication qui est très long aussi, entre le moment où on écrit, enfin on choisit le sujet, écriture, le bouclage, la conception maquette qui est toujours un peu longue, et puis derrière le moment où ça arrive chez l'abonné, on n'est pas sur du quotidien, donc évidemment il y a un risque que l'information ait changé de direction entre le moment où c'est fabriqué et le moment où ça arrive. Sur la question elle-même, d'abord j'y ai été confronté de plein fouet, c'est-à-dire que effectivement au Capi on a l'habitude, comme toute la presse jeune, je pense, d'être au front pendant la semaine de la presse à l'école notamment, et donc moi je suis allé dans les collèges comme tous mes collègues, tous mes confrères. En l'occurrence, je me souviens d'un collège à Antony pendant cette semaine-là, on était à peu près donc un mois après le début de la guerre, puis un mois après, oui. Et il y a eu 2 temps dans cette visite. Il y a eu d'abord une rencontre avec le club des bons élèves, ça c'est. Mais oui, en gros, on était au CDI avec ceux qui sont inscrits au club du CDI, qui participent à des groupes de réflexion dans leur collège pour essayer, pourquoi pas, de faire un journal du collège. Donc avec eux, on est dans l'info bien calibrée. Questions-réponses autour de cette guerre. Et puis aussi, enjeu d'explication, c'est quoi une information? Est-ce que vous avez déjà réfléchi au sujet? Est-ce que vous savez c'est quoi les contours qui permettent de définir une info? Et là, on voit qu'ils ont beau être en 6e, 5e, 4e, ils sont super au point. Ceux qui sont déjà dans ces questionnements, ils ont pigé. Et pour eux, les réponses, c'est du tac au tac. Si j'avais juste préparé ce type d'intervention-là, ça se serait plié en 5 minutes, parce qu'ils savaient. Et puis après, on va dans les classes. Et alors là, c'est autre chose, parce que c'est pas forcément ceux qui vont spontanément à vous. Et là, c'est la confrontation avec des élèves non sceptiques, mais carrément hostiles. C'est un peu, j'ai lu le bouquin de Yanis Roder, Allons enfants, son expérience d'enseignant, le début de l'opération interclasse, hein, il raconte bien ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est des gamins, quand on arrive devant eux pour se présenter, pour expliquer notre travail, mais pas du tout dans un esprit de supériorité, on va vous apprendre la vie, mais plutôt les rencontrer, dire que pour nous c'est aussi important de dialoguer. Ce qu'on se prend d'abord en premier comme réflexion dans la figure, c'est effectivement vous êtes des agents de propagande du pouvoir en place, et finalement j'ai pas à vous écouter. Ça existe, ça existe ici ou là, mais ça existe un peu partout finalement. Donc c'est quand même un discours très répandu. On est un mois après le début du conflit. Il y a effectivement l'effet réseaux sociaux et les images et les explications qu'ils reçoivent par ce biais-là. Et il y a déjà dans leur tête, un mois après, l'explication qu'eux, ils sont capables de nous sortir de la propagande russe. C'est-à-dire que c'est rentré très très vite cette façon de comprendre ce conflit sur on l'a bien cherché, les pays de l'OTAN ont bien ce qu'ils méritent, etc. Avec la différence de culture médiatique entre les enfants abonnés à vos parutions et ceux qui sont dans d'autres univers. Et c'est justement avec la grande diversité d'enfants que vous devez composer, Serge Barbet. Puisque vous vous adressez évidemment aux enfants de tous horizons. On s'adresse aux 13 millions d'élèves de France, et puis on s'adresse aussi aux parents de plus en plus, puisqu'on développe ce travail auprès des familles, qui est extrêmement important aujourd'hui, puisqu'on sait que les problématiques aujourd'hui de compréhension des enjeux de l'information concernent toutes les générations.
Et oui, il y a aujourd'hui un enjeu pour l'éducation nationale de veiller à ce qu'il n'y ait pas une inégalité entre les élèves. Et c'est vrai que certains dispositifs, c'est un héritage de l'histoire, se sont développés sur la bonne volonté des enseignants. On a des dispositifs de classes médias, par exemple, une 50aine de classes médias dans l'Académie de Paris. Mais des classes médias, ça veut dire que celui qui n'est pas dans la classe média n'a pas accès aux mêmes enseignements que sont les camarades qui sont dans les classes médias. Donc c'est à la fois, c'est paradoxal parce qu'on a envie de promouvoir ces classes-là, parce qu'évidemment elles sont portées par des enseignants très engagés et qui mènent des travaux parfois complexes à mettre en œuvre, et c'est extrêmement important. Et puis ça fait pas simplement vitrine, c'est engageant dans la culture d'un établissement d'avoir une classe média, parce que ça peut permettre à d'autres enseignants de franchir le pas. Et puis après, il y a cette évolution effectivement qui fait que l'éducation aux médias et l'information, on la retrouve de manière transversale dans les différentes disciplines, et il y a le travail central des professeurs documentalistes. Et c'est vrai que on note effectivement la maturité différente des élèves sur la compréhension d'enjeux liés à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est effectivement un travail de plus en plus important qu'on essaie de généraliser. C'est un enjeu de formation qui est immense. Je disais tout à l'heure, nul n'a la culture médiatique ou numérique innée. Et donc, c'est à ça que l'on travaille. Et c'est vrai qu'on a une spécificité. Il existe une spécificité française. C'est d'abord d'avoir un clémy. Il n'y a pas des clémies partout. Et c'est vrai qu'avec les réseaux diplomatiques français, on a eu l'occasion d'aller présenter ce modèle-là, notamment en Lituanie en 2017 et 2018, où j'avais fait 2 interventions. Et je me souviendrai toujours cet éclat de rire quand, devant 200 enseignants, je expliquais que nous avions, au Clémy, été contactés par Russia Today, qui voulait faire de l'éducation aux médias et à l'information en France. Et ça avait provoqué un éclat de rire général. Et j'étais pas suffisamment... Enfin, d'abord, j'ai été très étonné parce que l'éclat de rire était franc et unanime. Et après, ils m'ont dit, on va vous expliquer un petit peu en quoi consiste la guerre de l'information pour les pays baltes, et en particulier aujourd'hui la Lituanie, à raison de 2 campagnes hebdomadaires depuis tant d'années pour déstabiliser notre régime. Et donc, effectivement, on se dit que cette guerre hybride qui combine aux actions militaires, une guerre de l'information par tous ces moyens que nous connaissons, parce que nous avons librement accès à l'information dans nos démocraties, qu'on décrit aujourd'hui, les journalistes nous permettent de comprendre ces entreprises à l'œuvre, c'est tout à fait inquiétant aussi dans la mise en perspective qu'on peut faire, de dire mais finalement cette guerre de l'information qui dure depuis des années de façon très ciblée, est-ce qu'elle est englobée dans une stratégie de conquête territoriale derrière qui fait... Donc ces enjeux-là aujourd'hui, je dirais que sans attendre jusqu'au lycée, c'est vrai que c'est aussi compte tenu de notre accès à des sources d'informations multiples, on peut être étonné. Mais dès le collège, il y a des discussions dans les cours aussi sur ces enjeux-là. Il y a des discussions, on n'a pas prononcé le mot nucléaire parmi les angoisses, 3e guerre mondiale, mais la guerre nucléaire. Et il y a des discussions dans les cours de récré aujourd'hui, on a été témoin de ça sur l'armement. Les garçons, Satan 2, les missiles à portée de tête nucléaire pour une frappe stratégique. Ça fascine. Parce que ça joue sur l'émotion, et on veut aussi parler de ces sujets-là. Et donc ces sujets sont, on voit, tout à fait complexes et doivent nous amener à être aujourd'hui toujours présents pour mettre à distance, parler en faisant des comparaisons. Et les professeurs d'histoire-géographie ont un rôle majeur pour dire que tout se répète dans l'histoire et que ces stratégies aussi de propagande liées à la peur, effrayer l'ennemi à travers notre arsenal fantastique, ça résonne. Et on sait ce que ça a été pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la stratégie nazie par exemple. Mathieu Pays, la guerre a donc éclaté le 24 février. Elle s'inscrit maintenant dans la durée. Comment est-ce qu'on en rend compte justement dans la durée? Est-ce qu'il faut continuer d'en parler régulièrement? Est-ce qu'il faut faire des pauses pour épargner un petit peu les jeunes? Comment est-ce que vous procédez? Alors, nous, on n'a pas, comme on n'est pas un média d'information générale au sens propre, on n'a pas vocation à suivre
toutes les évolutions du conflit au jour le jour, enfin la semaine, on se parle toutes les 2 semaines. Mais en même temps, à chaque fois qu'on a une conférence de rédaction, un mardi sur 2, évidemment le sujet est là, bien sûr. Et donc, en fait, ça va être des touches. En fait, on est un journal assez structuré, nous, hein, dans notre très rubriqué, et très charté, quoi. Et donc, on consacre très régulièrement une de nos rubriques à ce que je disais tout à l'heure, un exemple lié à la guerre en Ukraine, soit donc un témoignage, une rencontre, soit quelque chose d'un petit peu plus mis en situation, où là on sort un peu de notre cadre local et on passe sur de l'explication plus national ou international, par petites touches. Voilà, nous c'est un peu ce qu'on a choisi de faire quand un sujet est saillant. Alors c'est vrai, par rapport, on a parlé de Boutcha tout à l'heure, moi je dois avouer qu'il y a des sujets sur lesquels on s'est heurté, enfin qu'on a choisi en fait délibérément de pas traiter. On est nous aussi sur les 8-12. Hein. En plus, on n'a pas de photos, on se pose même pas la question des photos parce qu'on ne prend pas de photos d'AFP pour plein de raisons, c'est pas notre créneau. Donc c'est très très difficile, en dehors de certaines petites touches explicatives qui passent par des quesacos. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est quoi un massacre ? C'est quoi un crime de guerre ? Effectivement, là on va faire un quesaco très très factuel. Qu'on va agglomérer, ou 3 questions que tu te poses auxquelles on va répondre, on va demander à un historien de répondre pour nous. Voilà, c'est un peu en fil rouge. Alors vous dites que vous ne prenez pas de photos de l'AFP, mais parfois ça peut être tout aussi bien, voire mieux, d'avoir des dessins. Ouais. Oui, tout à fait. Mais nous, en plus, on va être surtout. Alors, on a une petite BD, donc qui peut, voilà, mais on va être surtout dans la photo d'illustration de témoins, en fait. Hein, ça va être ça. Hein. Donc, on raconte des aventures, on raconte pas des histoires, hein, mais des gens qui ont fait des actions. Par exemple, à Tours, il y a une mère et sa fille qui sont allés, il y en a eu d'autres en France, hein, qui ont fait le voyage de Tours jusqu'à l'ouest de l'Ukraine pour apporter des vivres et des médicaments et qui sont revenus. Voilà, donc il y a eu tout pourquoi elles ont fait ça, alors qu'elles n'étaient pas spécialement dans l'humanitaire, hein, c'était quelque chose de personnel. Quel était le déclic, pourquoi entre mère et fille, et puis voilà, donc on va s'appesantir sur ce genre de témoignage pour essayer de montrer que le conflit il est toujours là, mais il est toujours là, hein, parce que malgré tout, comme on dit, les images, la télé, sur les réseaux, elles sont là. Hein, donc, Camille Laurence, vous, il y a une fréquence avec les vidéos, c'est quotidien. Donc, du coup, comment est-ce que vous gérez la question à Un jour une actu ? Vous disiez justement que vous aviez été submergé par les questions d'enfants. Vous les prenez les unes après les autres. Vous vous dites, vous parliez tout à l'heure d'une progression, de dire c'était brique par brique. Donc, vous continuez à essayer de construire progressivement le récit ? Oui, on continue à le construire parce que le récit continue et change. Par contre, on ne le fait pas à la même intensité. Et puis, on le voit, enfin, je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais quand même, les enfants sont entrés, ils sont un peu moins là-dedans qu'au début. Ils sont un peu lassés. Hein. Ils ont envie de reprendre leur vie. Et ils ont eu le Covid... c'est bon, quoi. Au bout d'un moment aussi, ils veulent autre chose. Donc, c'est pas nous qui faisons l'actualité, donc on continue à leur parler de l'Ukraine dans les évolutions, mais on fait pas du suivi jour à jour comme les médias adultes. Hein. On leur parle pas de Mariupol, de la prise de Mariupol. Est-ce que les Russes, est-ce que les Ukrainiens ? Non, on va chercher des choses qui ont du sens. Et exactement ce que vous disiez, on va chercher maintenant plutôt du côté de ce qui rend moins impuissant, c'est-à-dire les témoignages de gens qui agissent aujourd'hui, les témoignages des enfants ukrainiens qui sont arrivés en France et qui sont à l'école. On leur parle des effets, alors c'est un peu plus compliqué, mais on peut en parler à des jeunes, les effets sur notre vie au quotidien, le prix du gaz qui augmente, leurs parents qui se disent c'est un peu plus dur, les pénuries d'huile, voilà. On continue à leur parler de l'Ukraine, pas de la même façon et pas avec la même intensité, on leur parle aussi de plein d'autres choses qui se passent aujourd'hui dans l'actu. Et on essaie aussi de leur parler des choses positives dans l'actu parce qu'il faut créer un balancier là. Mathieu Pays. Oui, juste pour rebondir, montrer, dans la suite, il y a aussi montré en quoi maintenant le conflit en Ukraine a des répercussions sur plein d'autres sujets.
Et ça touche à l'environnement, ça touche à la citoyenneté, ça touche à plein de choses, ce conflit. Et nous, c'est vrai qu'on est... ça fait émerger ça, mais effectivement, il y a plein de sujets qui sont liés à l'Ukraine, mais qu'on traite en fait par la bande des autres sujets que ça implique aussi. Je me rends compte que je ne vous ai pas reposé la question depuis un petit moment. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous souhaite réagir, poser une question? Alors, je viens avec le micro. Bonjour. Une question pour Monsieur Dana. Vous avez parlé d'élèves hostiles à votre arrivée dans les classes. Première question, quel est le résultat à la fin de la journée? Est-ce qu'ils sont toujours hostiles ou est-ce qu'au contraire, ils sont peut-être dans une démarche de changement d'esprit? Et une autre question, peut-être sur le profil sociologique justement des publics jeunes qui sont défavorisés face à l'information. Quelles initiatives ont pu être mises en place pour permettre justement de leur apprendre au final à comment s'informer malgré leur profil sociologique qui les défavorise? Merci. Je réponds directement. L'intervention était trop courte pour pouvoir parler d'un bilan à la fin de la journée, puisque quand je parle d'intervention dans une classe, on est pendant 1 heure avec un groupe d'élèves et leur enseignant. Il y a un dialogue qui s'amorce. Il y a des élèves qui sont réceptifs, il y en a d'autres pas. On essaye d'aller chercher cela aussi sur le dialogue. Mais je faisais allusion au livre de Yanis Roder tout à l'heure qui est intéressant là-dessus parce qu'il s'installe dans la durée, dans la continuité, dans des enfants qu'on attrape, enfin des adolescents qu'on attrape au début d'une histoire dans quelque chose de très réfractaire et puis qui petit à petit vont, comme les journalistes eux-mêmes, faire un pas vers l'autre et se rapprocher et les points de vue vont vraiment pouvoir aboutir à un échange qui durablement va permettre de comprendre finalement, non, vous n'êtes pas ce que j'imagine au départ. Parfois, j'en pense pas moins, mais au moins vous, j'ai compris que vous étiez honnête dans votre démarche et petit à petit, on construit quelque chose. En l'occurrence, avec ce collège, Anthony, auquel je faisais référence, on s'est inscrit dans une démarche de continuité, pourquoi pas. Alors là, on est vraiment encore au tout début, aux prémices, mais c'est vrai que pour que les choses puissent vraiment évoluer, il ne faut pas faire d'un coup sans lendemain, il faut y aller, il faut avoir cet échange, constater ce que j'ai fait, le fossé, et puis c'est à nous, c'est à moi, d'y retourner, de montrer que je viens parce que j'y mets du sens, parce que j'ai envie de faire un projet avec eux et qu'on le travaille ensemble, ce projet, que ce ne soit pas moi qui vienne avec un projet et qui leur dise voilà comment on va faire, mais que je puisse être éventuellement à leur écoute de qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et puis leur faire bénéficier d'une expérience pour les accompagner, les laisser travailler de leur côté et revenir à intervalles réguliers. Et là, on construit quelque chose qui est du ressort de la confiance, de l'écoute, de l'estime mutuelle. Et on peut dépasser cette première impression. Mais en toute honnêteté, sur la première rencontre qu'on a eue, je n'ai que pu constater que ce qui était décrit tout à l'heure, ça se vit à l'échelle de n'importe quel collège, je pense, ou quasi. En tout cas, c'est des choses très fréquentes. Et qu'après, oui, il y a un travail à chaque fois de terrain à faire pour que les choses puissent évoluer, quoi. L'important étant qu'ils sentent la volonté de dialogue et l'honnêteté de la personne en face d'eux. Serge Barbet. Sur le deuxième volet, sur la deuxième question que vous avez posée, globalement, on va retrouver les mêmes difficultés du système éducatif, là où effectivement il y a une concentration de zones de paupérisation, de milieux sociaux défavorisés. Et effectivement, la réponse, c'est que on a une éducation nationale, donc on a des programmes et qu'on est sur des équipes enseignantes à l'échelle du pays. On se méfie beaucoup d'avoir une approche, on dira, dédiée en fonction des profils sociologiques défavorisés, en disant l'éducation aux médias et à l'information, elle est en priorité pour ces publics-là, parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment un enjeu de l'école, pour tous les élèves, quelle que soit leur origine, et que l'approche, aujourd'hui, ces questions-là concernent à peu près tout le monde. Ensuite, il y a une deuxième évidence, c'est que en fonction des milieux sociaux, vous avez une capacité, puisqu'on est vraiment un sujet de coéducation entre les parents et l'école, où des familles auront la possibilité d'offrir ce que parfois l'école ne peut pas offrir aussi, justement un complément de formation à des enfants, des cours de sport, des cours de culture, des cours de théâtre, de musique, les ouvrir à des horizons
différents. Et donc, effectivement, on va retomber sur ces schémas d'inégalité vis-à-vis de familles qui seront peut-être en incapacité. Et là, après, effectivement, au-delà de ces questions-là, il faut les aborder dans la complexité. Parce que vous avez des familles qui n'ont pas forcément des moyens, mais qui ont aussi une exigence éducative très forte vis-à-vis de leurs enfants. Et donc, qui sont vigilants par rapport à ces sujets du rapport aux écrans, de l'accès à l'information, où des familles plus aisées vont peut-être justement penser qu'elles peuvent s'exonérer de ces sujets-là, alors qu'elles-mêmes sont dans des pratiques totalement contradictoires. Et le rôle des parents doit être exemplaire. Moi, je suis parent, enfin, il y a beaucoup de parents, j'imagine, ici aussi, mais cette question de savoir aujourd'hui accompagner les enfants dans l'utilisation, elle est difficile pour tout le monde. Alors après, pour terminer, je ne veux pas être long, il y a des dispositifs qui s'appellent les cités éducatives en particulier, où nous sommes engagés avec l'Agence nationale de cohésion des territoires au niveau du CLEMI, mais il y a plein d'acteurs, il y a également des médias qui sont engagés dans cette démarche pour véritablement créer des équipes qui vont aller sur le terrain, au plus près du terrain, en fonction des problématiques des établissements, justement en expérimentation et en déploiement. On est depuis 3 ans sur 14 territoires labellisés cités éducatives. On a fait travailler ensemble des éducateurs spécialisés, des intervenants professionnels des médias et de l'information, pour faire des ateliers, pour vraiment... Et c'est du sur-mesure, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le dispositif des cités éducatives est très important, puisqu'il y en a 200 sur le territoire national. Et donc, c'est un boulot de mise en cohérence des équipes pour répondre, voilà, en priorité à ces difficultés-là. On verra ensuite, dans la phase de restitution, si on aura beaucoup progressé, mais ceux qui s'occupent de ça, et les témoignages qu'ils en font, sont très, très, très positifs. Et c'est un vrai bonheur que de faire l'éducation, la citoyenneté de cette manière-là. Mathieu Pays, vous voulez dire un mot et après je vous redonne la parole. Juste un exemple un exemple personnel par rapport à ce que vous disiez. Avec Fritz, on a la chance de mener des ateliers au long cours dans les classes. On n'est pas au collège, on est en école en CM2. Le but étant on arrive avec une page blanche et à la fin du cursus, ils font leur journal, un Fritz. On arrive dans des classes, donc c'est ici à Tours, hein, donc des publics très mélangés, hein, vraiment des gens. Quand on arrive, il y a les premiers de la classe qui sont devant, qui ont plein d'idées, et quand on repart, c'est pas forcément eux qui ont le plus appris. Moi, j'ai eu vraiment des émotions avec des enfants qu'on voyait à la fin, au fond, un peu rebutés, et puis parce qu'on a fait un papier qui les a touchés, qu'on a choisi leur papier, qui se sont impliqués, ils ont une vision complètement différente, et à la fin, c'est bonheur, quoi. Vraiment, on sent qu'on a modestement montré comment on fait un journal, et comment ça peut être... plus que valorisant, comment c'est important qu'ensemble, avec nos différences, et que le gars qui semble pas dans le moule pour être journaliste, alors je mets des grosses guillemets bien chromés, hein, soit en fait celui qui a appris le plus dans ces ateliers, et c'est possible, quoi. Mais ça demande du temps, hein. Juste un tout petit, je suis très bavard, mais c'est tellement important, j'ai oublié de le dire, mais un enjeu effectivement d'égalité des chances et de réussite pour tous les élèves. Dans cette éducation aux médias et à l'information, travailler avec des élèves en difficulté pour les réintéresser aux apprentissages, en travaillant l'oralité. Quand on fait une web radio, par exemple, c'est vrai qu'on voit des choses où les enseignants nous disent mais c'est extraordinaire parce qu'on va travailler sur les fondamentaux, sur l'écriture, sur la lecture, on va préparer une émission, mais on va aller plus loin, on va travailler des compétences essentielles aujourd'hui, et notamment cette question de la collaboration, du dialogue, de l'écoute, de l'oralité, savoir s'exprimer, se lever, prendre un micro, parler devant ses camarades, travailler cette confiance et cette estime de soi. Pour le coup, évidemment, il y a un enjeu social de l'école énorme au travers de ces pratiques qui sont très efficientes et qu'on essaie de remettre au goût du jour au maximum, tout le temps. Alors, qui voulait intervenir? Vous étiez plusieurs. Alors. Bonjour, ça marche? Ah oui, ok. Oui, c'est une génération de jeunes qui est vraiment très informée parce qu'elle s'informe sur les réseaux sociaux et sur parfois des canaux que nous ne maîtrisons pas vraiment, comme TikTok, Twitch, etc. Je voulais savoir si
vous faisiez une veille sur ces réseaux et si éventuellement vous allez à l'encontre des jeunes sur ces réseaux pour leur expliquer ou démonter certaines informations. Je peux répondre pour oui, ce qui me Jean-Yves. concerne. Au CAPI, par exemple, on a créé une chaîne TikTok en février. Alors, ce n'était pas du tout lié au conflit, puisque la réflexion est amorcée en amont et elle a été lancée au début février. Et aujourd'hui, on en est à peu près à... Enfin, on a dépassé, il y a à peu près 2-3 semaines, le million de vues sur la chaîne, donc on y a trouvé notre place. Je dois l'honnêteté de dire que ce n'est pas un travail pour le moment qui est mené en interne, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un sous-traitant qui sait faire ce genre de format, parce que nous, on démarrait, ce que vous avez très bien dit. On n'est pas forcément, nous, à même comme ça, du jour au lendemain, de sortir un format TikTok bien calibré et en ayant bien compris les codes du premier coup. A fortiori, sur ce type de plateforme, il ne faut pas se louper. Si on fait quelque chose qui est à côté de la plaque, ça peut être... assez radical, et notamment quand on est quand même un média qui a pour vocation d'aller vers ce public-là. On n'est pas des ministres, on est des médias jeunes. Pour le reste, oui, Twitch, Phosphore par exemple, a fait un long échange entre journalistes et lecteurs via Twitch. Et puis, alors cela dit, j'esquive une partie du problème, parce qu'on est un peu en porte-à-faux avec nous-mêmes là-dessus. Parce qu'on fait un travail quand même de sensibilisation dans nos pages pour dire les réseaux sociaux... faire attention, avant 13 ans c'est pas permis, à partir de 13 ans c'est avec l'assentiment des parents, enfin, tout en sachant ce que sont les chiffres, c'est-à-dire 60% d'une tranche d'âge à cette, qui est en utilisant même des noms d'emprunt. Et puis c'est ni Camille ni moi, mais enfin le journal de Mickey sort son bilan des personnalités préférées des 7-14 ans tous les ans. Et c'est des youtubeurs. Et là, deuxième et meilleure entrée, comme on dit dans les parades, Michou. Pour ce qu'on veut de Michou, mais voilà, c'est-à-dire que tout à coup, pour ces gamins, 7-14, donc la palette est large, Michou, aujourd'hui est deuxième, voilà, donc on est tout à coup avec une génération où les influenceurs ont pris le pouvoir, quoi. Hugo Décrypte, par exemple, c'est un nom qui ressort tout le temps. Oui. Donc on bosse aussi avec ce type d'influenceurs qui sont dans une démarche d'information. Absolument. Alors juste pour... moi je ne suis pas du tout dans la création de ce contenu parce qu'en effet je ne maîtrise pas ces choses-là. Donc on se questionne beaucoup nous sur Un jour une actu parce que 8-12 ans on est en dessous du seuil de l'âge légal de regarder les réseaux sociaux, mais et en même temps on sait qu'ils y sont, donc là c'est encore une question à laquelle on n'a pas tout à fait répondu, mais enfin Milan Presse y a répondu pour les plus grands et vient de lancer une chaîne YouTube de débunkage des fake news avec des contenus 2 fois par semaine et qui commence à bien fonctionner, mais on est quand même sur les plus grands, on est sur des collégiens et avec des youtubeurs et avec des journalistes qui vraiment travaillent cette question des sources et des fake news auprès des ados. Mais de ce que j'ai entendu dans les couloirs, effectivement, ils ont dû apprendre un métier. Valérie Rohr, je suis journaliste et je travaille en éducation aux médias depuis quelques années maintenant et en formation. Et je voulais juste réagir et rebondir aussi sur ce que tu disais, Serge. En fait, on parle beaucoup des réseaux sociaux et si on les interroge, effectivement, ils ont l'impression d'être informés que par les réseaux sociaux. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, on dîne encore beaucoup devant la télé et devant le journal télé. Et en fait, des informations leur tombent dans les oreilles, parce que c'est vraiment ça. Et après, il y a 2 possibilités. Soit ils en discutent avec les parents et ça fait sens, soit il n'y a pas de dialogue avec les parents ensuite, et là, ça donne des gros gloubi-boulga. Et par exemple, la dernière grosse bouffée d'angoisse avant la guerre d'Ukraine, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'assassinat du gardien de la révolution en Irak. Et là, on a reparlé de Troisième Guerre mondiale, et hop, c'est remonté, parce qu'en fait, ça n'avait aucun sens pour eux. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et donc, en fait, pour moi, la façon de parler de la guerre aux élèves, c'est juste
de poser les choses, d'expliquer ce que c'est. Et rien que ça suffit à faire redescendre déjà beaucoup. Après, moi, j'ai une formation d'histoire, donc j'aime bien revenir sur l'histoire. Et rien que ça permet, en fait, de donner un sens et donc de désangoisser, je trouve. Mais ce qui est fondamental, c'est de ne pas oublier qu'ils sont beaucoup devant les JT et pas forcément avec une explication des parents. Juste un petit mot, je voulais dire, c'est l'intérêt du papier par rapport à l'écran pour les plus jeunes. C'est que le papier, il reste, il est pérenne, donc l'enfant va piocher ce dont il a besoin au moment où il l'ouvre et il pourra y revenir, il pourra vérifier, il pourra aller piocher d'autres choses. On est sur l'heure théorique de fin de la rencontre, mais on ne nous a pas chassés encore. Donc, alors, il y avait une question ici. Oui, bonjour. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, sur le fait que vous ayez reçu plein de questions d'enfants au lendemain. Moi, personnellement, je suis en périscolaire. Le soir, je travaille en périscolaire. Et moi, personnellement, les questions qui sont le plus revenues, c'était les questions de « est-ce qu'on va mourir ?» Et en fait, entendre ça dans la bouche d'un enfant, déjà, ça fait un peu un petit choc. Et surtout, je ne savais pas trop quoi répondre, parce que je suis un peu décontenancé face à ça. Donc, bon, qu'est-ce qu'on dit justement à un enfant qui nous demande si on va mourir, quoi? Que oui, un jour. Un beau jour, ça va arriver. Alors nous, c'est des questions. La question de est-ce qu'on va mourir, on l'a aussi sur l'éco-anxiété, par exemple. On n'en a pas parlé, mais ça s'inscrit aussi dans un contexte où déjà ils ont ce traumatisme-là pour beaucoup, et où, pour rebondir aussi sur la question de la télévision et du débat entre parents et enfants, il y a des confrontations des fois très vives dans les familles sur mes parents ne font pas ce qu'il faut par rapport à la sauvegarde du climat. Et enfin voilà, ça c'est des choses qui sont d'un autre ordre, mais là aussi on a des conflits interfamiliaux entre parents et enfants sur une façon de regarder l'actualité et l'avenir, quoi. Je voudrais juste faire part de mon expérience de journaliste, prof de français et d'histoire géo et animatrice, notamment entre Blois et Tours, dans 2 cités éducatives, pour dire que si on n'améliore pas le statut de tous ces métiers, notamment l'enseignement, cela risque d'être très difficile d'enseigner, d'animer et d'informer, notamment pour des sujets de ce type. J'ai eu l'occasion de le faire avec beaucoup d'élèves, notamment de Blois, dans la plus grande sup de France, il y a 8 ans. Et j'ai eu beaucoup de chance de ne pas me retrouver dans la même situation que M. Paty. Sauf que cette situation-là, avec le phénomène des réseaux sociaux, avec le fait que l'information est traitée de nos jours de façon beaucoup plus difficile que quand moi j'ai commencé dans ce métier, j'avoue qu'en effet, il va falloir davantage que notre ministère de l'Éducation nationale soutienne davantage les professeurs. Merci. Je crois qu'on arrive vraiment à la... Bon, on peut répondre juste à cette question. Oui, bien entendu. Alors moi, je ne suis pas le représentant du ministère, mais on est un opérateur du ministère. On ne sait même pas qui est le ministre de l'Éducation. On ne sait pas encore. Le ou là, on va aller savoir. Non, mais vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, nous sommes sur des enseignants, et moi, je me bats toujours pour rappeler aussi le rôle des enseignants, et qu'ils ne soient pas invisibilisés sur ce travail qui est fait, et qui est un travail de fond. Et on s'en est rendu compte aussi, l'attentat contre Samuel Paty, à un moment donné, ça a éclairé beaucoup de la population sur ce travail qui était fait par les enseignants. Comment il était fait, avec quels moyens il est fait, avec quelle formation il est fait. Donc l'enjeu, il est total. Et juste, je voulais finir sur cette note positive, c'est que la question qui s'était posée tout de suite derrière, souvenez-vous, c'était de dire, est-ce qu'on va oser encore le faire après une telle tragédie. Et le nombre d'inscriptions qui a augmenté des enseignants justement sur des dispositifs comme la semaine de la presse et des médias a été vraiment une réponse qui était hyper importante à ce moment-là, puisque ça a encore beaucoup augmenté et que l'année 2020 a été une année de mobilisation extraordinaire et qui a reposé, puisqu'elle était extraordinaire. Du point de vue des intervenants, la question des moyens, c'est vraiment des sujets sur lesquels, pour le coup, il y a une mobilisation extraordinaire sur laquelle on travaille et puis on essaie de progresser ensemble, évidemment. Mais merci.
Et merci beaucoup à tous. Je crois que ça a permis de vraiment mettre en évidence les problématiques assez essentielles qui se posent, l'importance à la fois de rassurer les enfants, mais aussi de leur donner justement des éléments de compréhension qui finalement, même s'ils ne sont pas rassurants dans l'absolu, vont quand même être rassurants dans les faits, les aider à se construire, les aider à se sentir plus forts, plus outillés, et puis aussi cette notion du fait que chacun, à sa petite échelle, peut agir, peut être acteur et pas seulement impuissant spectateur de ces malheurs du monde. Donc je trouve que voilà, il m'a semblé que c'était très riche et je précise pour ceux qui ne le sauraient pas que cette rencontre a été enregistrée et donc sera diffusée sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc vraiment merci à vous. Je suis vraiment désolée pour la connexion qui a craqué, avec Marie-Noëlle Clément qui m'a quand même envoyé un petit message pour dire qu'elle était désolée de nous avoir perdus et qu'elle vous saluait tous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.